Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Alexandre. Merci de vous être connectés pour ce nouveau webinaire Manip to Manip organisé par la FPPE en partenariat avec General Electric. On est vraiment heureux de vous revoir aussi nombreux pour cette rentrée. Je suis pour ma part donc Sabrina Duhamel, chef produit en imagerie générale au sein de General Electric, et nous sommes accompagnés ce soir d'Alexandre Duhaut pour l'échographie abdominopelvienne. N'hésitez pas surtout à poser vos questions lors de la session d'Alexandre, donc dans la chatbox qui se trouve juste en dessous, et le webinar, donc le replay plutôt du webinar sera disponible sous 15 jours sous la chaîne YouTube de la FPPE. Alexandre, je te propose du coup de présenter cette session. À toi. Ok, donc bonjour à tous, bonjour Sabrina. Donc déjà, je tiens à remercier General Electric pour le partenariat avec la commission ultrason qui est fait. Donc ces vidéos sont effectuées par des manips. Donc il y aura plusieurs vidéos qui vont être encore présentées prochainement. Donc on essaye de façon simple et assez quand même concret, en 15-20 minutes pour certaines vidéos, de présenter certains sujets. Donc moi aujourd'hui, je vous présente l'échographie abdominopelvienne. Comment bien faire pour débuter? Donc, c'est une vidéo vraiment lorsqu'on débute ou voilà, c'est vraiment pour comprendre comment on effectue une échographie simple sans forcément non plus rentrer trop dans les détails, mais comment faire voilà, pour débuter. Donc, nous allons commencer la vidéo et puis on se retrouve dans 20 minutes pour le direct et vous pouvez poser vos questions. Bonjour, je me présente, Duhaut Alexandre, manipulateur en électroradiologie médicale. J'exerce dans un centre hospitalier périphérique à Épernay, à 30 km du CHU de Reims. J'ai obtenu mon diplôme d'échographie en 2019 et aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur l'échographie abdominopelvienne, comment bien faire pour débuter. La commission AFPPE en partenariat avec General Electric vous remercie pour cette présentation. Donc je vais commencer l'échographie. Donc il faut savoir que pour toute échographie, il faut un plan dans sa tête. Donc moi je fais toujours le même plan, je fais systématiquement. Donc je commence par la région épigastrique, ensuite je fais l'hypochondre droit avec le foie, le rein droit, je passe par la région médiane pour faire la rate, et ensuite je viens poser ma sonde en latéral gauche pour voir le rein gauche et la rate, et ensuite je finis par le pelvis. Donc il faut toujours se faire un plan dans la tête, vous le faites dans l'ordre que vous voulez, mais il faut toujours faire un plan. Donc je pose ma sonde en épigastrique comme ceci. Donc durant la présentation, je vais vous montrer comment je pose ma sonde avec deux doigts et après je la reprends en pleine main. Donc je pose ma sonde en épigastrique comme ceci. Voilà. Et là, on se met au niveau du processus xiphoïde et on va tomber sur le pancréas. Donc le pancréas, c'est un organe qui fait peur au début quand on débute, car c'est un organe qui est gêné par les artefacts digestifs, qui est un organe profond et difficilement échographiable. Donc il faut savoir se positionner ou regarder, et on a des structures et des repères anatomiques qui vont permettre de l'identifier facilement. Si jamais on ne le trouve pas, donc là on se pose sur le processus, donc là pour cette patiente c'est facile. Là ici on voit le pancréas avec la tête du pancréas qui se situe ici. Voilà, l'isthme, le corps du pancréas. Donc là je frise mon image, donc j'ai mon pancréas. Surtout ne vous arrêtez pas là-dessus. Là, vous avez étudié la moitié du pancréas. Il faut vraiment analyser le pancréas dans sa totalité. Donc, c'est-à-dire, on balaye. Donc, les mesures, les coupes, c'est bien. Le balayage, c'est beaucoup mieux. Il faut vraiment balayer. Donc, sortir de l'organe en bas et en haut. Donc, si jamais on ne le trouve pas, on peut partir du tronc-porte. On va partir du tronc-porte. On va suivre son tronc-porte. Voilà, comme ceci. On arrive sur la veine, sur le confluence spléno-mésaréique, voilà, et comme ceci, après, on arrive à trouver la veine splénique. Il faut savoir que le pancréas est toujours au-dessus de la veine splénique. Donc, voilà, on a la veine splénique juste là, je vous montre. Hop, ici, si jamais on a un doute, un petit Doppler pour s'assurer que ça soit bien la veine splénique. Donc voilà, on a la tête, le corps, l'isthme et le corps, avec ici le wirsung qu'on voit très très bien. Parfait. Et on va essayer de voir la queue du pancréas juste là. Je vais vous montrer. Donc on arrive bien à la voir sur cette patiente par la voie antérieure. Donc la queue qui se situe ici. Donc il faut savoir
orienter la sonde et dégager le maximum. Si jamais la queue du pancréas, on n'arrive pas à la voir par la voie antérieure, on verra en passant par la voie latérale gauche, à côté, on arrivera à visualiser la queue en dessous de la rate. Donc là, j'ai fini par ma région épigastrique au niveau du pancréas. Ensuite, je prends ma sonde et je la pose en sagittale, comme ceci. Voilà. Hop, vous voyez la sonde, on la pose en sagittale. Et on va voir apparaître le foie gauche. Donc le foie gauche, si on vraiment pose sa sonde, là, on n'a pas le foie gauche en totalité. On becque un petit peu sa sonde, on fait une légère pression, et là, on arrive à dégager le foie complètement. Donc si jamais, hop, le diaphragme nous gêne un petit peu, voilà, comme ceci. Donc là, on fait une mesure, et on a la flèche hépatique gauche. Voilà. Donc flèche hépatique gauche, on a fait une coupe, c'est très bien, on balaye. Hop, comme ceci. Donc là, segment 2, 3, parfait. Ici, en arrière, on a le segment 1. On peut faire cette coupe-là également pour voir si le segment 1 est hypertrophique avec une mesure, et la mesure ne doit pas dépasser du segment 1 de 33% de la valeur. Donc après, on ne la fait pas systématiquement. Là, je vous montre juste où se situe le segment 1. Donc ensuite, on va passer la sonde en axial et on va regarder. Donc, on se met en voie récurrente. Donc, il y a le rebord costal juste là. On se met au niveau des côtes et on incline et on becque la sonde. Donc, il faut savoir que le segment 1, il est en avant de la veine cave, ici, voilà, avec le sillon d'Arantus ici qui le limite dans la portion antérieure. On a également la bifurcation portale, juste là. Hop, parfait. Avec les vaisseaux biliaires en avant. Très bien. Ensuite, je me mets sur le lobe gauche et je vais friser l'image comme ceci. Et on va pouvoir voir la branche porte du segment 2, la branche porte du segment 3, et ensuite votre segment 4 qui se situe ici. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, là on peut dire qu'on a vraiment fini le foie gauche. Donc segment 1, segment 2, segment 3, segment 4, parfait. Ensuite, on a la vésicule qui se situe ici. Donc pour la vésicule, soit je pose ma sonde vraiment en axial, pareil en récurrent comme ceci pour la visualiser, donc elle est là. Je vais la reprendre à pleine main pour vous montrer bien correctement. Comme ceci, parfait. Donc là, il y a la vésicule, ou sinon par voie intercostale. Donc là, il y a l'estomac qui nous gêne un petit peu, mais c'est pas grave, on va essayer de faire en inspiration. Donc Sarah, tu vas gonfler fort les poumons, tu bloques, voilà. Donc la vésicule, là je vais faire une coupe axiale, comme ça on arrive à voir le diamètre, la paroi vésiculaire si elle est épaisse ou non, et on tourne la sonde à 90 degrés et on arrive à dégager le grand axe. Donc il faut essayer, respire, il faut essayer de voir le fond vésiculaire et dégager jusqu'au collet et l'infundibulum. Donc vas-y, gonfle encore une dernière fois, bloque. Voilà, donc là, hop, respire, on a réussi à dégager le collet vésiculaire, parfait. Donc là, on a analysé toute notre vésicule. Parfait. Je reviens également sur la coupe du foie gauche là. Quand on a cette coupe là, on peut très bien déjà dire si l'étude hépatique, on peut déjà se faire un aperçu de l'étude hépatique. Donc avec cette coupe là, on va pouvoir dire si la structure est régulière, si l'angle est aigu, donc avec un rebord non émoussé, non arrondi, on va pouvoir dire si son écostructure est homogène ou hétérogène, et dire si son écogénicité est bonne. Ce n'est pas la coupe de référence pour l'écogénicité, mais vous verrez qu'avec l'expérience, vous allez voir que le foie là est d'écogénicité normale. Donc, j'ai fini ma vésicule biliaire. Je peux passer sur mon tronc-porte. Donc, mon tronc-porte, on peut le visualiser juste ici, en récurrente, ou en intercostale. Voilà.
juste là. Donc ensuite, en récurrente, on va se mettre comme ceci et on va analyser les veines sous-hépatiques. Gonfle un petit peu, Sarah. Bloc. Parfait. Cette coupe-là est hyper importante parce que ça va nous permettre de faire aussi notre segmentation. Donc, segment 2, segment 4, segment 8, segment 7, avec la branche du segment 8. Vas-y, regonfle un peu. Voilà, respire. Voilà, cette coupe-là. Donc 7, 8, 4 et 2. Voilà. Hop. On va se mettre en sagittal médioclaviculaire. Donc la sonde comme ceci. Voilà, là je vous montre comme ça. Hop. On va demander une inspiration à Sarah. Vas-y, gonfle fort. Hop, on frise l'image. Et on va pouvoir faire une flèche hépatique droite. Donc une vraie flèche hépatique droite se mesure du segment 5 au segment 8. Une flèche comme ceci. Une flèche hépatique ne se fait pas en oblique, ne se fait pas en semi-oblique, se fait du segment 5 au segment 8. Donc regonfle une dernière fois. Bloc. Voilà. Ça c'est une mesure de flèche hépatique. Donc avec le segment 8 ici en projection. Voilà, parfait. Par voie intercostale, on fait lever le bras de la patiente pour éviter qu'il nous gêne. Et de plus, ça va ouvrir l'espace intercostal. Donc là, on va finir l'étude du foie droit. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai montré avec l'étude du tronc-porte. Donc, on voit bien que le flux est rouge, c'est-à-dire que le flux arrive vers la sonde, hépatopète. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va regarder. Donc, on avait déjà vu tout à l'heure que les veines sous-hépatiques étaient perméables. On peut le re-regarder en coupe sous-costale, en coupe intercostale. Donc là, on voit que les veines sous-hépatiques sont bien perméables. Parfait. On peut finir d'analyser notre foie. Donc là, vraiment, la région diaphragmatique, des fois, qui est difficile à visualiser. Quand on est comme ceci, on peut également voir en arrière du foie s'il y a un épanchement pleural qui se situera ici. Voilà. Parfait. Moi, j'aime bien quand j'ai fini mon échographie hépatique, enfin quand j'ai fini mon analyse hépatique, refaire un tour. Donc repartir pas à zéro, mais vraiment, vous mettez votre sonde comme ceci, un peu récurrent ou en axial strict, en intercostal, et vous balayez. Hop, en respiration libre. Comme ça, on est sûr qu'on a vraiment vu tous les segments et balayé son foie dans sa totalité jusqu'au segment 6. En bas là, voilà. Hop, récurrent. Hop. Voilà, parfait. Et on redemande une dernière, une apnée. Vas-y, gonfle fort. Voilà. On balaye. Hop, segment 6. Hop. Bifurcation portale. Tronc-porte. Et foie gauche. Parfait. Respire. On va partir sur la même coupe que tout à l'heure pour étudier le rein. Donc sachez que vos reins se situent en oblique comme ceci. Donc si vous posez directement la sonde donc comme ceci, on va tomber dessus. Hop, là on a un bout. Donc après il reste à adapter. Mais une fois que vous avez trouvé votre grand axe, sachez que ce qui reste juste, c'est à balayer et à dégager l'air. Si jamais l'air vous gêne par voie antérieure, on passe la sonde un petit peu plus en postérieur. Voilà, comme ceci. Donc là, on va demander à Sarah de faire une inspiration. Hop, parfait. Respire. Et là, on va pouvoir mesurer son grand axe. Voilà, comme ceci, avec le pôle. Pôle supérieur, pôle inférieur. Donc on peut passer en postérieur, on remet du gel. N'hésitez pas à remettre du gel, c'est important. Si vous n'en avez pas assez, on pénètre pas bien. Donc voilà, hop, par voie postérieure, on peut refriser comme ça. Et pôle supérieur, pôle inférieur, le grand axe du rein. Ensuite, on tourne sa sonde à 90 degrés. Hop, je vous montre avec l'autre main. Voilà, on a tourné la sonde à 90 degrés. Et une fois qu'on a tourné la sonde, hop, on peut balayer. Voilà, je reprends ma main, on balaye son rein
pour sortir, hop, et l'étudier dans sa totalité. Voilà, parfait. Si jamais une dilatation piélo-calicienne, elle se situera ici. Donc là, ce qu'on a vu, c'était un vaisseau. Je vous montre. Voilà, parfait. Donc, ça sera le diamètre antéro-postérieur. Donc, on fera une mesure comme ceci, si jamais une dilatation. Voilà, pour l'étude du rein droit, parfait. Avant de passer, tu peux rebaisser ton bras. Avant de passer à gauche, on s'arrête toujours au milieu. On pose sa sonde pour visualiser l'aorte. Donc, pareil que tout à l'heure, on pose sa sonde. Donc, si jamais on ne sait pas où se trouve l'aorte, on repart d'en haut. Je vais la suivre avec vous. Elle se situe ici et on descend. Voilà, hop, on la suit en l'axial, hop, jusqu'à la bifurcation des iliaques. On est un peu gêné par le gaz, donc c'est très bien. Hop, ici. Parfait. On adapte la profondeur. Voilà. Là, on peut friser, faire une mesure antéro postérieure. Hop. Et on peut également se mettre en sagittal. Comme ça, on peut faire une mesure comme ceci. Et une mesure comme ceci. Parfait. Voilà. C'est très bien. Donc, ça prend 30 secondes à faire et ça peut sauver des vies. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter sur l'aorte. C'est important. Ensuite, je vous montre. On va prendre la sonde comme ceci. Si on se met comme ceci, vous allez voir tout de suite, on va tomber sur la rate. Donc là, le fou il se situe ici avec le rein. Là, on se met en projection de l'autre côté. Et là, je vais poser ma sonde, on va tomber sur la rate. Voilà, du premier coup. Cherchez pas la rate ici. Là, bon, là, vous avez de la chance, vous tombez sur le rein. Mais là, vous pouvez toujours chercher. Hein. Là, vous ne trouverez rien. Hop, on pose la sonde comme ceci. Hop, plus de gel. Là, voilà, là où on a la rate. Je reprends ma main. Hop, et donc, après, ce qu'il faut, c'est trouver le grand axe. Hein. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, j'étais comme ça, j'ai pas le grand axe. Là, je pivote ma sonde. Donc après, c'est juste de l'orientation de sonde. Hop, donc là, on a le grand axe. On peut faire une coupe qui ne doit pas dépasser 12 cm pour la splénomégalie. Et moi, en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est la hauteur vraie. Donc, je me mets sur la région diaphragmatique, pardon, de la rate et je fais la projection sur le bord inférieur. Voilà. Et ça, la valeur est différente, ça ne doit pas dépasser 10,5 cm. Doppler, pour voir les vaisseaux, on va baisser un peu. On va augmenter, pardon. Hop, voilà, nickel. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la queue du pancréas. Et la queue du pancréas, elle se situe en arrière de la rate. Elle se situera ici, si jamais on ne l'a pas vu tout à l'heure. Donc là, voilà. Comme ceci. Ensuite, on passe sur le rein. Donc le rein, comme tout à l'heure, en oblique. Hop, là, on va tomber sur le grand axe. Hop, vous voyez le grand axe. On remet un peu de gel. Il faut être généreux en gel, hein. N'ayez pas peur d'en mettre. Hop. Donc là, le bord supérieur, on a du mal à le voir. Le rein droit. Oh non, c'est bon. Hop. La mesure, pôle supérieur, pôle inférieur, 10 mm, parfait, 10 cm, pardon. Si jamais on est un peu gêné, on peut demander une inspiration, vas-y, gonfle fort. On la laisse gonfler et on adapte la sonde, voilà. N'ayez pas peur d'aller un petit peu plus en arrière, pour le rein gauche aussi, des fois ça arrive. Hop, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais reprendre la sonde comme ça, hop, un petit peu plus en arrière. Voilà, parfait. Donc, un peu d'étude Doppler. On tourne la sonde à 90 degrés. Et si jamais une dilatation, pareil, diamètre antéro-postérieur. Donc, on va finir par le pelvis. Voilà, avec une bonne étude de la vessie. Donc, c'est très bien. Donc, il faut que ça soit vessie pleine. Enfin, pour les rénales, vessie pleine, abdominale, pas forcément, mais c'est bien. Comme ça, on fait une bonne étude de la vessie. Donc là, j'appuie pas trop parce que je peux adapter également un protocole pelvis. Hop, donc ce protocole est plus joli quand même. Et il y a moins d'artefacts de renforcement postérieur, parfait. Nickel. Donc là, on fait pareil, l'étude de la vessie, on balaye, on sort bien du haut en bas. Donc quand vous avez une vessie comme ça, évitez d'appuyer parce que la patiente, sinon elle va vous maudire. Hein. Hop, n'est-ce pas Sarah? J'appuie pas trop. Parfait. Et on remonte, on a balayé, voilà. Là, on a fait. On peut faire une petite coupe comme ça.
une petite coupe comme ça, voilà, comme ça la vessie on l'a complètement. Donc, on pose ça sur un sagittal, on bec, on bec, on bec, on bec, on bec, on bec, et voilà, comme ça on arrive à tout dégager la vessie. Je reprends ma main, hop, et on balaye. Voilà. On peut se mettre au niveau des méas. C'est les deux petits rebords ici. Donc là, des fois vous pouvez rester un quart d'heure, vous ne verrez pas le jet urinaire. Ça dépend. On peut stimuler un peu la vessie comme ceci, en forçant le jet. Si on ne l'a pas, c'est une petite astuce. Si on l'a, c'est bien. Ah, non. Mais par contre, pour une étude rénale, c'est quand même important de l'avoir si vraiment il y a le jet. Donc là, on va passer sur l'utérus. Donc l'utérus qui se situe ici, voilà. Une bonne étude, c'est parfait. Hop, on tourne la sonde à 90 degrés. Et comme ça, on peut analyser son utérus. Pardon. Hop. Là, on peut calculer la longueur, la largeur et l'épaisseur. Voilà. Donc là, on peut faire une étude complète avec une étude de la structure, savoir si elle est régulière, si le myomètre est régulier ou non, homogène. Ici, ensuite, il y a l'endomètre qui varie, la taille varie en fonction du cycle. Donc après, on peut dire s'il est hyperéchogène ou non, hyperéchogène ou hypoéchogène. Et ensuite, on va étudier les ovaires. Donc, deux astuces. Soit on se met en sagittal, on bec la sonde en latéralité à droite, comme ceci. Hop, voyez, juste, hop, on se met en sagittal vraiment au milieu et on bec. Hop, là, ovaire droit. Ovaire gauche ici. On peut passer en axial. Hop, l'utérus là. Et on bec. Généralement, la sonde un petit peu. Donc là, on va voir votre ovaire droit. Hop. Et l'ovaire gauche. Ici et ici. Donc des fois, la vessie pleine, ça peut aussi gêner, si ça peut refouler un peu l'utérus. Donc voilà, j'ai fini l'échographie abdominopelvienne. Donc je tiens à remercier l'AFPPE, commission d'échographie, qui m'a fait rentrer dedans l'année dernière. Donc je suis content de m'investir avec eux et de vous proposer ce genre de présentation. Et je remercie également General Electric, surtout Sabrina, pour s'investir avec nous dans le projet. Donc je tiens vraiment à la remercier. Et je remercie également mes radiologues, avec qui, c'est eux vraiment qui m'ont appris les bases de l'échographie, parce que je partais de rien du tout, qui m'apprennent encore quotidiennement, donc je les remercie vraiment. Merci beaucoup Alexandre pour ta présentation qui était très claire et qui nous donne ou redonne pour certains de vraies bases en tout cas pour l'échographie abdominopelvienne. Je te propose maintenant de passer à quelques questions-réponses et en l'occurrence la première, et elle revient assez régulièrement, c'est: as-tu des astuces pour l'étude du pancréas? Alors oui, effectivement, le pancréas, c'est toujours un organe difficile, surtout quand on débute. Donc moi, déjà, comme je l'ai dit dans la vidéo, on démarre toujours par le pancréas. Donc comme ça évite l'air qu'on peut engendrer lors des inspirations forcées. Et généralement, on se met sous le processus xiphoïde. Donc généralement, on tombe dessus. Donc il faut essayer de chercher, balayer un petit peu de haut en bas pour essayer de le trouver. Il y a une autre astuce aussi qu'on peut faire, c'est si jamais on ne le trouve pas, on gonfle fort. On demande au patient de gonfler le ventre pour essayer de rapprocher au plus près de la sonde le pancréas. Généralement, c'est des petites astuces qui marchent. Après, on sait très bien que l'échographie, c'est quand même à la base c'est un examen de débrouillage. Donc, des fois, si on n'arrive pas à tout voir le pancréas ou si on a du mal à l'analyser, il ne faut pas hésiter à demander un examen complémentaire. Parfait. Mais c'est une astuce qu'on voit régulièrement, c'est-à-dire de gonfler et de pousser un peu sur la sonde pour faire ressortir. On gonfle le ventre, voilà, on pousse et on essaie de faire ressortir. Après, je ne le fais pas souvent parce que généralement, tous les patients, ça soit souvent même les patients assez corpulents, j'arrive toujours quand même au moins à voir au moins la région céphalique, ismo-corporelle du pancréas. Donc,
D'accord. Bon, en tout cas, merci pour cette astuce. De J'ai une rien. deuxième question. Lorsque l'échographie est prescrite pour un bilan hépatique perturbé, doit-on aussi réaliser l'échographie pelvienne? Ouais, ça c'est pareil. Moi je sais que dans mon centre on le fait systématiquement. Donc dès que c'est demandé échographie abdominale, moi je cherche pas à comprendre, je fais systématiquement les reins, donc rein droit, je passe sur l'aorte, rein gauche et je finis par la vessie. Donc après les hommes jettent un coup d'œil sur la prostate, sans forcément vraiment faire une analyse profonde. Mais s'il y a une hypertrophie, je le signale. Et les femmes, pareil, utérus, ovaire. Et pareil, c'est une anomalie, je le signale. Après, je sais très bien que c'est pas ce qui est recherché, mais ça prend pas non plus beaucoup de temps en plus. Donc, moi, je préfère faire systématiquement une échographie abdominopelvienne. Parfait. Et pareil pour l'étude de l'aorte? L'aorte, moi, je jette systématiquement, alors que ce soit échographie des reins, échographie abdos, échographie juste pelvienne également quand c'est demandé, je jette toujours un coup d'œil sur l'aorte. Hmm. Et j'ai encore encore eu le cas la semaine dernière où c'était demandé une échographie abdominale et sur l'aorte, j'ai découvert un anévrisme. Donc après, c'était pas non plus un anévrisme énorme, mais c'est quand même un anévrisme qui peut être soigné rapidement et à temps surtout. Bien sûr, ouais, d'où Ça l'utilité. prend l'aorte, ça prend 30 secondes à regarder, donc il faut pas hésiter à le faire, c'est important. Ouais, tu as bien raison. Merci beaucoup. J'ai une question un peu plus technique et liée du coup à votre pratique échographique en tant que manipulateur radio. C'est est-ce que vous êtes autorisé à procéder à des échographies endo-vaginales pour l'échographie pelvienne? Ça, c'est pareil, c'est un peu. Alors, à la base, techniquement, on a droit de le faire. Je sais que certains centres n'aiment pas que ce soit les manips qui le fassent parce que s'il y a un souci ou si le radiologue doit reprendre la main, Mhm. ça fait ça fait deux gestes. Alors, je sais que certains de mes collègues, et surtout une dans la commission FPPE ultrason, fait les échos endocavitaires. Ça se passe très bien, elle a l'habitude d'en faire. Moi, je sais que personnellement, j'en fais pas parce que j'ai pas, déjà dans notre centre, on n'a pas beaucoup l'occasion de le faire. Et vu que je l'ai jamais trop pratiqué, je préfère pas m'aventurer. Donc, généralement, quand il y a des endocavitaires, j'ai systématiquement au radiologue. Donc, moi, je préfère pas m'aventurer. Après, peut-être un jour, je me lancerai à être formé. Mais je sais que, voilà, on peut le faire en tout cas. Ouais, Dans donc notre cursus, on a le droit de le faire. Il n'y a pas de contre-indication à que ce soit un manip qui le fasse. aucune restriction, juste liée du coup à la Non, formation non. initiale et l'expérience, ce qui paraît Ouais, cohérent. Ça marche. Alors, on s'était donné c'est une ça. petite demi-heure, donc on va pas trop perturber les questions. Cela dit, il y en a encore une petite dernière quand même, je te la laisse. C'est combien de temps penses-tu qu'il faut vraiment pour réaliser une bonne échographie abdominopelvienne? Oh, pour faire une bonne échographie abdominopelvienne, quand on a l'habitude d'en faire, on sait comment se placer, on sait où trouver les organes, on sait comment positionner sa sonde. Généralement, ça va plutôt vite je sais pas, je vais pas dire 5 minutes parce que ça fait un peu trop prétentieux, mais 10 minutes, 10 minutes, c'est bien. Après, je pense qu'au début, il vaut mieux prendre son temps et faire un quart d'heure, 20 minutes. Généralement, les créneaux dans les hôpitaux, enfin, dans le privé, c'est plus 15-20 minutes. Dans les hôpitaux, c'est 20 minutes, une demi-heure. Donc, prenez le temps de faire le temps du rendez-vous. Après, quitte à être un peu en retard des fois de temps en temps, mais je pense qu'au début, il faut prendre son temps et pas aller trop vite. Certains radiologues vont trop vite. Moi, je préfère prendre mon temps et bien analyser tout en détail. Parfait, merci à toi. On va pas déborder sur notre créneau. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Alexandre peut répondre du coup en off de cette session. En tout cas, on vous remercie pour votre participation et on vous donne rendez-vous le 21 octobre pour une session, cette fois-ci dédiée à l'échographie de l'épaule. Donc merci vraiment à tous pour ce soir. On vous souhaite une bonne soirée et une bonne soirée du coup, Alexandre, à toi. Merci, bonne soirée. Merci à Jay, en fait.